Bonjour. Comme vous le savez, la dernière loi décidée par les algorithmes gouverneurs, le 29 juillet 2098, est à l'origine de notre présence ici. En ces termes, je suis chargé de vous parler de cette époque folle, qu'était le début du siècle, pour vous montrer à quel point les humains de l'époque étaient idiots et passaient leur temps à jouer sur leur smartphone, en laissant les algorithmes contrôler de plus en plus leur vie de tous les jours. Pourtant, il y a 200 ans, peu de personnes s'intéressaient aux algorithmes. Même si quelques traces d'ancêtres remonteraient au 9e siècle, c'est seulement bien plus tard, au 20e siècle, qu'ils ont connu leur essor avec le développement de l'informatique. À l'époque, les algorithmes étaient plutôt simples. C'était une suite d'instructions à exécuter pour accomplir une tâche spécifique. Par exemple, la détection de collisions dans les jeux vidéo. Les humains n'aimant pas les tâches trop répétitives, ils se sont attachés à développer ce qu'ils ont appelé des ordinateurs personnels pour faire les calculs à leur place. Ils les ont ensuite connectés entre eux dans un grand réseau qu'ils ont appelé Internet. Ce réseau leur a permis de communiquer, de se documenter ou même de faire leur shopping. Mais bien sûr, ils devaient attendre plusieurs heures, voire des jours, pour que leur commande arrive par ce qu'on appelait à l'époque la poste. Se doutait-il que certains de ces produits étaient déjà conçus par des algorithmes? Tenez, par exemple, cette affaire sur une boutique en ligne en mars 2013. Un t-shirt avec écrit « Keep calm and rape a lot », c'est-à-dire « Restez calme et violez beaucoup ». Ce texte a rapidement fait scandale sur les réseaux sociaux. Qui avait eu l'idée sordide de produire un tel t-shirt et de le mettre en vente? Eh bien, c'était un algorithme. À l'époque pourtant, les algorithmes n'avaient pas d'identité juridique et ne pouvaient pas vendre des objets. Il y avait donc quand même des humains derrière la boutique. Comme il fallait désigner un responsable, ils ont déclaré que c'était l'algorithme qui avait pondu ce slogan, mais ils ont tout de même assumé leur responsabilité dans l'affaire. En effet, ils n'avaient pas prévu que leur méthode de génération procédurale pouvait avoir de tels effets. La génération procédurale, c'est ce qu'utilise par exemple le jeu vidéo sorti tout récemment, Path of Exile 5, pour générer ses donjons. Même le premier jeu du nom, en 2013, était déjà bien au point sur le sujet. Il savait créer des niveaux aléatoirement, à partir d'éléments prédéfinis et de règles diverses, qui dictaient comment tracer des labyrinthes, disposer des monstres sans submerger le joueur, ou ajouter des environnements uniques, sans rompre avec l'ambiance du jeu. C'est aussi ce qu'utilisent les jeux les plus vendus du moment, Minecraft 4D, Civilization 7 et Transport Tycoon 3. Un autre exemple qu'on peut citer est le vieux film Big Hero 6 de Disney Marvel, qui a utilisé des algorithmes pour générer les différents bâtiments de la ville, un programme maison appelé Bonsai pour générer 250 000 arbres, ou le programme Denizen pour créer 16 000 citoyens uniques dans la foule urbaine, en combinant des parties de milliers de personnages de base, de différentes tailles, textures d'habits et couleurs. Pour revenir à l'affaire du t-shirt, c'était plus simple. La génération procédurale se limitait à former des slogans de la forme Keep calm and, verbe complément, et les coller sur une photo de t-shirt. L'algorithme avait été nourri de tout un tas de verbes et compléments anglais sans vérification préalable, ce qui a amené le processus à piocher le verbe rape sans en comprendre la signification. Bien sûr, les humains du début du siècle n'étaient pas non plus trop limités. Ils ont compris assez vite qu'ils pouvaient générer non seulement des slogans, mais carrément des livres entiers vendus sur la même plateforme. Ainsi, pour seulement 728,92 $ à l'époque, on pouvait acheter un livre intitulé « La perspective mondiale de 2009 à 2014 des conteneurs de 60 mg de fromage frais ». Il a d'ailleurs remporté en 2008 le prix du livre au titre le plus bizarre jamais écrit. L'algorithme qu'il a produit a simplement agrégé des informations sur Internet pour constituer des rapports sans queue ni tête. L'auteur a ainsi mis en ligne plus de 600 000 livres générés de la sorte. La question qu'on se pose évidemment c'est « mais qui aurait acheté ça ?» Vu que le coût de mise en publication était quasi nul pour le vendeur, il lui suffisait de vendre un seul livre pour que ce soit rentable. Et malheureusement, comme l'indiquent les commentaires, un certain nombre d'internautes se sont fait avoir. Pendant que cet algorithme combinait différentes sources en modifiant un peu les textes via des synonymes ou autres manipulations, d'autres algorithmes essayaient déjà d'écrire des phrases par eux-mêmes. La méthode la plus utilisée dans ce domaine à l'époque était celle des chaînes de Markov. Elle consiste à référencer quels mots sont susceptibles de suivre quels autres et ainsi former des phrases entières en enchaînant des mots. Ainsi, si l'algorithme référence par exemple les phrases « je mange des bananes »,« je mange des cerises »,« je conduis des camions », il aura la représentation interne suivante. Représentation qui lui permettra de former la phrase « je mange des camions », car l'algorithme aura retenu qu'après « je », on peut avoir le verbe « mange », après « mange », on peut avoir « des », puis après « des », on peut avoir le mot « camion ». Bien sûr, cette phrase est complètement absurde, mais de simples améliorations permettent d'ajouter de la cohérence, comme se demander à partir de deux mots quel mot est susceptible d'apparaître en troisième et favoriser les enchaînements les plus fréquents. L'important,
c'est d'avoir suffisamment de données pour éduquer l'algorithme, c'est-à-dire lui apprendre les phrases qui sont correctes. Plus on a de données, plus l'algorithme donnera de bons résultats. Imaginez donc ce que cela donne lorsque l'algorithme peut utiliser comme référence tout Internet. D'ailleurs, si vous avez encore du mal avec le concept Internet, j'ai justement sur moi un backup qui date de 2017. Ça ne fait que quelques exaoctets. Tout ceci était le signe du début de la numérisation progressive des produits de la vie de tous les jours. En effet, il était inouï pour le consommateur de l'ère pré-algocratique de concevoir un produit qui n'existait pas réellement tant qu'il n'était pas acheté. Ce n'était évidemment que des données attendant d'être matérialisées. C'est à cette époque que les philosophes ont commencé à se demander quelle serait la valeur d'un livre écrit à la manière de Victor Hugo ou d'un tableau peint à la manière de Van Gogh, ou encore combien seraient prêts à payer des otaku pour assister à un concert de musique vocaloïde. On connaît la réponse depuis. Et voilà, l'algorithme qui a généré le script de cette émission touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos de l'évolution de l'intelligence artificielle. Fin de fichier.